Bien, bonjour et bienvenue à ce webinaire où nous allons parler des promesses et des enjeux autour des réseaux ferroviaires intelligents. Je m'appelle Stéphane Prévost, je suis Product Marketing Manager chez Stormshield et je vous invite à suivre cette session qui se compose de 4 parties. Dans un premier temps, je vous propose de voir comment les promesses apportées par les objets connectés et le cloud computing apportent également une solution aux environnements devant répondre à des contraintes environnementales. Puis, après avoir évoqué les enjeux en matière de cybersécurité, nous verrons au travers de cas d'usage les bénéfices proposés par la solution Stormshield Elastic Virtual Appliance. Et à la fin de ce webinaire, j'animerai une session de questions-réponses. Donc, si vous avez une remarque, un commentaire ou une précision à remonter, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat de l'application GoToWebinar. Je reprendrai ces questions à la fin afin d'apporter des éléments de réponse. Donc pour commencer, et autour des promesses de l'IoT, que nous avions déjà succinctement évoquées lors du précédent webinaire, et notamment leur incidence en matière de cybersécurité, je vous invite ici à aller un peu plus loin dans le détail de cette transformation numérique qui est sous-jacente au réseau ferroviaire intelligent et que l'on retrouve également dans les réseaux opérationnels en général, ainsi que dans le monde industriel, et qui se trouve en fait porté par le déploiement d'objets connectés industriels ou encore IIoT. En effet, ces objets, avec leur lot de fonctionnalités, et de par les traitements que l'on peut effectuer sur les données collectées, constituent un point clé des réseaux ferroviaires intelligents autour de toutes les applications qu'on peut imaginer comme la prédictibilité, le monitoring ou encore la réponse aux besoins des passagers. Et ce traitement de données, il requiert de la puissance de calcul. Et les avantages que représentent l'agilité, la maintenabilité et la scalabilité dans le domaine du cloud computing, tout ça contribue à l'émergence de ces applications et c'est ce qui constitue ainsi un des fondements de la transformation numérique des réseaux opérationnels et plus particulièrement des réseaux ferroviaires intelligents. Donc cette émergence des applications cloud, elle accompagne l'évolution donc des objets connectés industriels et elle se traduit par une évolution des technologies cloud. Avant de rentrer dans le détail des avantages de la transformation numérique, je vous propose de débroussailler un petit peu le terrain autour des terminologies que nous pouvons rencontrer autour des applications cloud. En effet, comme vous avez peut-être pu le constater, ces applications, comme on l'a vu, elles suivent l'évolution des besoins et des contraintes. Et puis après le cloud computing, on parle maintenant de edge computing et de fog computing. Mais de quoi parle-t-on réellement dans tout ce domaine cloud? Et on peut se poser la question de savoir si vous êtes familier avec ces termes. Donc je vous propose de vous présenter d'une manière synthétique ces 3 termes, où on peut dire que malgré toutes les promesses apportées par le cloud computing, avec toute cette puissance de calcul et cette facilité de déploiement, il manquait la prise en compte de l'aspect temps réel, qui était souvent mis à mal, par exemple, par un manque de bande passante ou par un manque de latence, une réduction de la latence qui peut être induite par la remontée des informations vers une puissance de calcul centralisée, propre au cloud computing, voire même la nécessité de souscrire à des liens de connectivité ponctuels. On s'est donc orienté vers une décentralisation de la puissance de calcul, vers une décentralisation des applications, pour les ramener au plus près de la donnée. On verra ça un petit peu plus en détail. Et en fait, cette notion de puissance de calcul ramenée au plus près de la donnée est d'autant plus vrai à bord d'un matériel roulant, d'un train, et qui s'illustre aujourd'hui par des mini data centers qui sont embarqués et qui peuvent y être déployés. On va déployer des mini data centers à bord des trains pour ramener de la puissance de calcul décentralisée au plus près de la donnée. On parle donc maintenant de edge computing, voire même de fog computing. En effet, bien que la barrière entre ces 2 termes, entre edge et fog, elle soit relativement ténue, pouvant être, parfois on les confond même en fonction des personnes qui parlent du sujet.
Et donc, je me limiterai juste à dire que le edge computing, ça constitue la puissance de calcul qui est localisée au plus près de la donnée, alors que le fog computing, on parlera plutôt de fog networking, il contribue à la distribution de la puissance de calcul entre différents nœuds qui peuvent être soit du edge computing, soit du cloud computing. Alors, pour illustrer un petit peu ces propos qui peuvent être hyper nébuleux, je vous propose de prendre un cas concret, d'accord, autour de la maintenance prédictive sur du matériel roulant et des données générées par les différents capteurs de bord que sont les capteurs liés au chauffage, aux freins, à leurs compresseurs, ou encore aux pantographes ou autres valves, relais et autres instruments qu'on peut retrouver à bord de matériel roulant. Donc dans ce cadre-là, pour faire de la maintenance prédictive, on ne va pas parler ici d'alerte d'un défaut qui va être assuré par les applications, par les applications vitales, ou moins par le système de contrôle du matériel roulant. Mais les données qui sont remontées par ces capteurs, on va pouvoir les collecter. Et par exemple, un calculateur va être capable, dans un premier temps, de prévenir en temps réel de l'usure anormale d'un composant. D'accord, un défaut de capteur, pas un défaut de capteur, mais on va se rendre compte qu'un composant, il va s'user de plus rapidement qu'habituellement. Donc, il n'y a pas de défaut à proprement parler, mais cela peut donner des indices si un incident se produit dans le futur. Donc, durant un trajet, le conducteur va voir cette information et ça va pouvoir lui donner des indices si jamais il y a un incident qui surgit plus tard. Il va pouvoir conserver cet indice en tête pour pouvoir potentiellement plus facilement savoir d'où vient réellement le problème. Donc, tous ces calculs-là, ici, on parle de edge computing. D'accord. Et puis, une fois que le train arrive, alors le train ou le métro arrive en gare ou en centre de maintenance, les données qui sont stockées dans le calculateur, qui sont stockées à bord du mini data center, elles peuvent être transmises à un calculateur central. Donc là, on va parler de cloud computing, qui va pouvoir finalement s'appuyer, par exemple, sur de l'intelligence artificielle pour modéliser des comportements de panne, donc par rapport à tous ces incidents d'usure précoce qu'on va pouvoir détecter. On va pouvoir modéliser des comportements de panne, par exemple, et pour améliorer leur taux de prédiction. Donc, mettre en place typiquement des solutions pour améliorer et pour avoir de la maintenance prédictive. Donc voilà un exemple concret qui pourrait expliquer le mix entre du edge computing et du cloud computing, donc amener de la puissance de calcul en local au plus près de la donnée pour être capable de réagir en temps réel, et puis bénéficier de toute la puissance d'un cloud central quand on a besoin de grosses puissances de calcul pour typiquement travailler sur des modèles basés sur des grandes masses de données. Et en tout cas, dans tous les cas, cette puissance de calcul du cloud, elle a pu émerger et elle connaît un essor aujourd'hui, depuis quelques années, grâce aux avantages qu'ils apportent. On est très brièvement, je les ai très brièvement abordés il y a quelques minutes, et je vais revenir un tout petit peu plus dans le détail. En effet, en premier lieu, on va noter la maintenabilité, où en fait, on n'a plus à se soucier de maintenir une machine, un système d'exploitation à jour, puisque c'est aux fournisseurs de services cloud d'assurer le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure, voire même de l'application quand on parle de software as a service. On n'a plus même à mettre à jour une application pour suivre les vulnérabilités et être, je dirais, au top au niveau de sécurité. C'est aux fournisseurs de services cloud de s'en charger. Et dans ce contexte-là, on n'a plus à se soucier de ressources matérielles, d'espace de stockage et de mise à jour applicative, comme je l'ai dit. Donc elle repose sur un prestataire qui peut être donc soit interne, c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe interne qui va s'occuper de ça, donc on parle de cloud privé, voire même une équipe externe, typiquement dans le cadre de cloud public, où là tout est externalisé, on n'a plus du tout à se soucier de rien, et on peut donc se focaliser complètement sur les applications métiers et les services que l'on va mettre en place, et c'est là que va apparaître les autres avantages du cloud, c'est la scalabilité et l'agilité, et donc la facilité de déploiement qui sont apportées par toutes ces infrastructures et qui permettent une flexibilité et une grande agilité au niveau des applications que l'on peut mettre en œuvre et déployer.
et ce qui constitue pour les réseaux ferroviaires intelligents les principaux bénéfices de cette transformation numérique qui va permettre d'assurer les améliorations au niveau opérationnel pour gagner du temps entre les trains, être capable d'aller plus vite, de mettre plus de gens sur le réseau. On va être capable aussi au niveau opérationnel, avec la maintenance prédictive, donc l'exemple que j'utilisais, de mettre en place des systèmes comme ça, ou à l'opposé, plus des systèmes orientés pour les passagers, pour aider et accompagner les passagers dans leur déplacement. Donc, voilà, toute cette puissance de calcul et ces bénéfices apportés par le cloud, ça constitue vraiment, c'est ce qui permet de faire évoluer les réseaux ferroviaires intelligents. Et donc la puissance de calcul, au plus près de la donnée, comme nous l'avons vu précédemment, certains usages liés à l'amélioration de l'efficacité et ou à la sécurité des passagers s'appuient sur des informations temps réel qui requièrent une puissance de calcul au plus près de la donnée. Donc, je vais reprendre un autre exemple, toujours à bord d'un matériel roulant. Quand on est au plus près de la donnée, on parle de mini-data center pour vraiment se rendre compte de l'essor et des avancées technologiques. Il faut se rendre compte qu'on peut avoir des mini-data centers au bord de train. Donc pour illustrer un exemple, je prenais pour améliorer l'efficacité du traitement d'une panne. Par exemple, il y a une application d'aide à la résolution d'incidents. Donc on imagine un système d'information basé sur ce qui ressemble plus à un PC, plutôt que qui va se retrouver sur un tableau de bord, plutôt qu'on va dire des boutons ou des courbes. On va être capable d'avoir un écran avec une application qui va pouvoir aider le conducteur à résoudre un incident. Donc, on est donc à bord d'un train. Et là, dans l'exemple que j'ai choisi, j'ai le conducteur, il doit faire face à un défaut de fermeture de porte qui, malgré son expérience, il n'arrive pas à résoudre cet incident. Et donc, il n'arrive pas à le résoudre rapidement. Donc, le train est mobilisé. C'est qu'il y a une incidence sur, d'une part, le confort des passagers. Potentiellement, ça peut mettre leur sécurité, du moins leur santé en danger, notamment en cas de canicule, il va falloir réagir très vite. Et puis, ça peut aussi avoir un impact financier en cas de dédommagement si le train reste à quai relativement longtemps. Donc, il faut donc agir vite. Et donc, en imaginant une application qui s'appuie sur des données d'aide de diagnostic ou des données qui listeraient, par exemple, les contacts possibles. Donc ça, ce serait des données statiques, entre guillemets, qui seraient stockées dans l'espace de stockage. Cette application, en s'appuyant sur ces données et sur les données remontées localement par les capteurs ou les composants de fermeture de la porte, par exemple, ça pourrait donner des indications, des indices, des pistes pour soit résoudre complètement le problème, soit donner des pistes pour contourner le problème, pour faire en sorte que le train puisse partir, donc il puisse bien fermer sa porte, alors peut-être manuellement ou avec d'autres astuces, donc en fonction du contexte, pour améliorer l'efficacité de traitement de l'incident et donc permettre au train de repartir et donc résoudre, être plus confortable pour les passagers. Donc voilà un exemple de calcul que j'ai imaginé, qu'on a pu imaginer au plus près de la donnée. Et quand on parle de déploiement au plus près de la donnée, souvent, notamment quand on est à bord de véhicules roulants, on parle donc d'objets connectés, on parle de déploiement au sein d'environnements contraints. Et notamment, je fais référence aux vibrations à bord des trains, mais on parle aussi de l'humidité, de la chaleur ou de la poussière qu'on peut retrouver soit à bord d'un train, soit également au sein des centres de maintenance qui constituent l'ensemble du réseau opérationnel ferroviaire. Donc on parle ici de normes comme la norme EN 55032 ou EN 61000 pour tout ce qui est émissions électromagnétiques, ou encore les normes EN 50121 ou EN 60068, plus spécifiquement au ferroviaire. Et là encore, une infrastructure virtuelle, donc du cloud computing, donc une infrastructure virtuelle, constitue la réponse idéale plutôt que de déployer des équipements spécifiques qui n'offrent peut-être pas toutes les garanties à des contraintes environnementales. L'idée ici, c'est que la virtualisation des applications au sein d'un équipement qui va être conçu pour répondre à ces contraintes hyper spécifiques contribue là encore à l'essor de la transformation numérique et constitue une réponse. Donc plutôt que d'imaginer X applications ou X équipements
chaque équipement correspondant à une application donnée, là, on va avoir un équipement qui répond à toutes les contraintes environnementales sur lequel on va pouvoir déployer des applications virtuelles, et ce de manière très très simple grâce à tous les bénéfices que représente une infrastructure cloud, que sont, je le rappelle, la maintenabilité, l'agilité et la scalabilité. Et donc, tous ces environnements, c'est déjà une réalité, puisque à l'image de cette illustration, il existe des solutions de virtualisation d'applications à bord de train, où ce type de solution offre tous les composants et la connectivité nécessaires pour répondre à la problématique du déploiement d'applications dans un environnement comportant beaucoup de contraintes. Donc on y retrouve par exemple des hyperviseurs, donc avec les main serveurs ou des serveurs redondants pour gérer tout l'environnement virtuel dans lequel vont pouvoir déployer les applications. On va retrouver des serveurs de stockage. On va retrouver également toutes les possibilités de connectique en interne avec l'externe, permettant donc des connexions au sein du train, mais également des connexions avec le sol, et donc qui permettent, donc on voit ici quelques exemples de services qui peuvent être mis en œuvre grâce à ces mini data centers qui peuvent être déployés au sein d'un matériel roulant. Donc, tout ça, c'est très prometteur. Par contre, qu'en est-il de la sécurité quand on parle de cloud, on pense à quelque chose qui est virtuel. Donc, on ne doit pas oublier la cybersécurité. Et il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans un modèle de partage de responsabilité entre nous et le prestataire de cloud choisi. Donc, la cybersécurité, elle prend tout son sens. En effet, si je reprends l'exemple de la solution d'un software as a service, le fournisseur de cloud, il prend en charge, certes, la sécurité de l'infrastructure, la mise à jour, la maintenabilité de l'infrastructure, le suivi des vulnérabilités sur les applications qu'il met à disposition. Par contre, il vous reste à votre charge prendre en compte des spécificités propres à l'infrastructure cloud, comme l'hébergement. Il faut savoir où sont situés les serveurs. Je vais peut-être avoir des contraintes, notamment si je dois stocker des informations, des données personnelles, les données personnelles de mes passagers, d'accord, dans le cas d'une application mobile dédiée aux passagers, je stocke potentiellement des informations personnelles. Je dois respecter un certain nombre de règles, et donc je dois m'assurer de où sont stockées ces données. Et on verra également, il y a la containerisation qui amène d'autres problématiques et qui doivent amener à d'autres réflexions en termes de cybersécurité. Et puis si je reviens à l'exemple du mini data center embarqué à bord des trains, il faut bien s'assurer que les deux systèmes, le système vital, donc le système de contrôle du train, et les systèmes non vitaux plutôt mis en place pour amener du service aux usagers, que ces deux systèmes-là soient parfaitement étanches et qu'il n'y ait pas des possibilités typiquement du réseau d'entertainment ou du réseau Wi-Fi d'accéder au réseau de contrôle qui pourrait être une faille et donc une source de problème ou une possible attaque, cyberattaque sur cet environnement opérationnel. Donc pour reprendre ça, cette problématique, c'est bien un enjeu pour les responsables informatiques, comme le montre le chiffre de cette étude IDC, où il considère que la transformation numérique doit prendre en compte l'infrastructure interne existante. Donc quand on va déployer ou mettre en place cette transformation numérique, déployer ces edge computing, ces cloud computing, il faut raisonner de manière globale et bien prendre en compte l'ensemble de l'architecture et intégrer l'architecture interne existante dans toute cette approche. Et cette problématique, elle prend tout son sens à l'heure de l'éclatement des ressources, où l'équipe informatique se retrouve en effet à sécuriser une infrastructure dont le périmètre n'est plus aussi clair que lorsqu'elle était cantonnée à un site, voire même un réseau physique, ou plusieurs réseaux physiques dans le cas de sites multiples avec des gares, des centres de maintenance, un siège social ou encore des sites en région. Déjà, c'est pas mal compliqué. Donc là, quand on rajoute en plus du edge computing, du cloud computing, ça complexifie encore les choses. Et puis
cette spécificité de l'infrastructure. Chez nous, on parle de dépérimétrisation, mais elle s'accompagne également de la prise en compte du déploiement d'applications. Il faut simplifier tout le déploiement d'applications ou de sites, ainsi que les interconnexions. On va le voir, hein, tout ce que ça induit en termes de cas d'usage et en termes de cybersécurité, de protection à mettre en œuvre à ce niveau-là. Car cette problématique, elle est d'autant plus préoccupante avec toutes les avancées technologiques que connaissent les infrastructures cloud et la souplesse apportée dans la gestion des applications virtuelles, puisqu'elles proposent maintenant ce qu'on appelle des services de containerisation, où en fait le partage des ressources de l'infrastructure cloud complexifie l'enjeu autour de la cybersécurité. En effet, là où on maîtrisait complètement le serveur et les services associés, on savait, il y a encore quelques années, on était capable de maîtriser les images virtuelles qu'on déployait au sein d'un serveur. Donc on maîtrisait le serveur, on maîtrisait les images virtuelles. Maintenant, on va se retrouver avec une infrastructure commune qui héberge des applications complètement hétérogènes. Et donc cette complexité, elle prend tout son sens au moment où on doit mettre en place les différents accès et les interconnexions requises pour le bon fonctionnement de ces applications. Donc, ces interconnexions, une interconnexion pour une application, va peut-être donner lieu à une mise en connexion pour une autre, et donc potentiellement une faille. Donc, ça complexifie, il faut bien prendre en compte l'infrastructure dans sa globalité. Et donc, on arrive au constat que le déploiement de ces applications hétérogènes dans une infrastructure commune ou pas, hein, même quand on est sur une infrastructure cloud où on va encore déployer des images virtuelles indépendamment les unes des autres, ça requiert quand même la mise en place de fonctions de sécurité pour contrôler et sécuriser les accès. Donc ces fonctions, on peut les regrouper en 4 grandes catégories de protection, à commencer par la protection périphérique ou Edge Protection en anglais. Le principe ici, c'est de contrôler les accès à la fois entrants et sortants pour s'assurer d'une part qu'ils sont autorisés et pour empêcher d'autre part notamment la connexion d'une machine inconnue. On parle ici de l'interface nord-sud et j'aimerais un petit peu plus en détail au niveau des cas d'usage. La deuxième grande famille de fonctions de protection, c'est la micro-segmentation ou interface est-ouest, où là, elle consiste plus à effectuer, donc là encore, des contrôles d'accès, mais cette fois-ci, c'est plutôt entre machines. Donc, on est au sein d'une infrastructure, d'accord, et avec la micro-segmentation, on va contrôler les accès entre les machines virtuelles afin d'en assurer l'étanchéité. Et puis, enfin, on a la troisième grande famille de fonctions qui sont là pour la sécurité des communications, pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des messages échangés avec les applications virtuelles. Donc là, on s'appuie en général sur ce qu'on appelle les connexions VPN. Donc pour VPN, ça veut dire Virtual Private Network, pour sécuriser les communications de bout en bout. Et là encore, on a un cas d'usage qu'on va pouvoir illustrer dans quelques instants. Et l'ensemble de ces fonctions, donc justement, je vous invite à découvrir les cas d'usage qu'on peut imaginer autour de ces grandes familles de fonctions. Avec le premier cas d'usage, qui est la protection des accès. On a vu que ça permettait d'empêcher typiquement la connexion d'une machine inconnue, en assurant en fait le contrôle de qui fait quoi dans l'infrastructure virtuelle. Elle offre également la possibilité de contrôler les connexions sortantes, donc vers Internet ou vers le cloud computing. Et ça a toute son importance, notamment quand on parle sur les réseaux opérationnels au sol, typiquement dans un centre de maintenance, où effectivement on imagine plus une connexion Internet que le conducteur ayant... j'imagine mal un conducteur, je ne pense pas qu'il aurait le temps de le faire, de naviguer sur Internet pendant qu'il est en train de rouler à plus de 300 km/h. Et en fait, ces contrôles d'accès et ces moyens de protection, ils permettent également de protéger les flux autorisés en se focalisant tout particulièrement sur le protocole HTTP pour la navigation Internet et pour certains accès sur les objets connectés industriels, ainsi que sur les protocoles opérationnels comme le protocole Profinet qu'on verra un petit peu plus tard, qu'on va être capable de protéger au sein des solutions Storm Shield.
Le second cas d'usage, il concerne la segmentation de réseau, où le point important ici consiste à séparer le réseau opérationnel pour assurer son étanchéité. On retrouve donc naturellement l'isolation des réseaux Wi-Fi, puisqu'ils offrent ces réseaux-là, ils offrent des accès faciles depuis l'extérieur de l'infrastructure. Donc un des cas d'usage, ça va être d'isoler ces réseaux-là. On va également être capable de séparer les réseaux, notamment le réseau de supervision du réseau opérationnel, enfin du réseau de contrôle, du moins de commande. Voire on va pouvoir séparer les réseaux pour aussi garantir de la bande passante sur un réseau dédié comme dédié au flux de vidéosurveillance qui réclame beaucoup de bandes passantes. Donc on n'a pas forcément les mêmes besoins sur des systèmes de contrôle ou de supervision. On va avoir besoin de temps réel, donc de réagir, donc beaucoup de latence très rapide pour réagir rapidement, alors que sur de la vidéo, on va plutôt avoir besoin de la bande passante. Si jamais on a un peu de latence et que ça arrive quelques secondes plus tard, c'est moins gênant au niveau d'un flux vidéo qu'au niveau d'une alerte qui doit remonter au système de supervision centrale. Ensuite, le troisième cas d'usage, il est associé aux grandes fonctions que sont la sécurisation des communications. Comme on l'a vu, il permet de garantir l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des messages échangés. Et c'est là qu'on va retrouver, par exemple, la sécurisation des connexions de maintenance à distance, où on va être capable de protéger la communication depuis le poste distant jusqu'au plus près de la machine ou de l'application à maintenir. On va monter ce qu'on appelle un tunnel VPN entre le poste distant jusqu'au plus proche de la machine à maintenir au sein du réseau virtuel. Et puis enfin, on a le quatrième cas d'usage qui est donc sur la gestion des flux de communication, où là on est plus lié vraiment au cloud et au edge computing, quand on parle de cloud et de edge computing, on va interconnecter différents sites qui peuvent héberger différents réseaux opérationnels, et il est parfois nécessaire de gérer finement les différents flux de communication afin de garantir un échange de données optimal. On a donc recours à ce qu'on appelle la priorisation des flux et au déploiement automatique pour faciliter les interconnexions sécurisées entre ces différents réseaux. Voilà. Et pour répondre donc à ces cas d'usage, StormShield vous propose sa gamme de produits de sécurité, donc StormShield Network Security, et plus particulièrement ses solutions Elastic Virtual Appliance, qui permettent de protéger des environnements virtuels. Alors quand on parle de fonctions de sécurité dans un environnement virtuel, on parle de ce qu'on appelle des VNF. Donc VNF, ça signifie Virtualized Network Function. C'est un terme très spécifique au cloud computing. Et dans ce cadre-là, les solutions Elastic Virtual Appliance, elles offrent un grand nombre de fonctionnalités qui permettent de répondre aux différents cas d'usage que nous avons définis. Donc sans aller dans le détail, en listant l'ensemble de ces fonctions, je me contenterai juste de lister les grandes fonctions que sont le contrôle d'accès et la segmentation qu'on va retrouver derrière le firewalling. La protection des flux autorisés, on va le retrouver via l'IPS industriel, dans lequel, on le verra dans le quatrième webinaire, on est capable de vraiment contrôler finement les messages à destination des équipements opérationnels. Et puis on notera également la capacité d'identifier et d'authentifier les utilisateurs, qui offre une grande granularité, donc une granularité plus fine dans la gestion des accès. On va être capable de contrôler non pas par machine, mais par population qui se trouve derrière la machine. Et puis l'autre point différenciant des solutions Elastic Virtual Appliance, c'est leur aptitude d'adaptation aux ressources de l'environnement virtuel. Il est en effet possible d'adapter les capacités des images virtuelles en fonction des besoins ou des ressources, donc en fonction de vos besoins, ou en fonction des ressources disponibles sur l'hyperviseur. Donc une fois déployées, les fonctions de protection de l'image virtuelle peuvent s'adapter et suivre les besoins en termes de cybersécurité. Et cette particularité, en plus, elle assure, elle offre une optimisation des ressources utilisées dans l'environnement virtuel. On va par exemple pouvoir imaginer la mise en place d'un service sous la forme d'un pilote. Donc pour ça, on va utiliser un minimum de ressources, parce qu'on va travailler sur un petit périmètre. Et puis, une fois que le pilote a passé toutes les étapes, on veut le mettre en production, et bien là, on va pouvoir adapter
la capacité des fonctions de sécurité à mesure que le service monte en charge et à mesure qu'on va allouer de plus en plus de ressources sur l'environnement virtuel, les images virtuelles. Donc, les fonctions de sécurité virtuelle vont être capables de suivre ça et de s'adapter à l'environnement. Et puis pour finir avec ces solutions Elastic Virtual Appearance, elles sont basées sur le même firmware que celui qui est déployé sur les équipements de la gamme Storm-Shield Network Security. Donc, en plus d'une facilité de gestion des politiques de sécurité, puisqu'on va avoir exactement la même solution, cette base commune, elle offre en plus toutes les garanties et la confiance apportées par un produit qualifié, et j'insiste bien sur ce terme-là, qualifié, par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc l'agence française de la sécurité des systèmes d'information. En fait, cette qualification, elle est constituée d'un certain nombre d'étapes qui viennent renforcer, en termes de cybersécurité, bien sûr, le niveau de confiance qui peut être apporté par une certification de critères communs. Une certification de critères communs, c'est un ensemble d'actions, un ensemble d'étapes dans un procédé qui vise à garantir un certain niveau de sécurité apporté par un équipement. Et bien là, avec la qualification apportée par l'ANSSI, donc après la revue des processus de développement et de gestion des vulnérabilités, ainsi que l'évaluation interne et externe des produits, ces étapes de qualification, elles requièrent un accès au code source et à l'environnement de développement, de manière à effectuer des contrôles pour élever encore le niveau de confiance attendu. Et puis cette qualification, elle nous permet de poursuivre le processus au niveau européen afin d'obtenir l'un des plus hauts niveaux de certification en Europe. Je parle du certificat EU restreint qui montre déjà le gage de confiance vis-à-vis de l'Europe, mais qui est également requis pour protéger les institutions européennes les plus sensibles. Voilà, pour conclure, je vous propose de synthétiser les sujets que nous avons abordés durant cette session. Nous avons commencé par voir comment l'essor du cloud était lié à celui des objets connectés, de l'IoT, de par la simplicité offerte pour déployer les applications qui sont développées et pour profiter des données générées par tous ces objets connectés. Ensuite, nous avons constaté que cette virtualisation, elle favorisait l'essor des applications dans les environnements contraints. Puis, après avoir parlé des enjeux en termes de cybersécurité, je vous ai présenté la réponse de Storm-Shield au travers de ces solutions Elastic Virtual Appearance qui s'adaptent aux ressources allouées sur l'hyperviseur pour garantir une consommation optimale de celle-ci. Et puis enfin, nous avons vu que ces solutions étaient basées sur le même socle que la gamme de produits Storm-Shield Network Security qui est qualifiée par l'ANSSI, ce qui nous apporte un gage de confiance et la possibilité de facilement homogénéiser les politiques de sécurité. Voilà, cette session, elle se termine par ce petit rappel sur cette série de 4 webinaires dédiés à la menace cyber dans l'industrie ferroviaire. Donc, dans le premier épisode qui a eu lieu le 12 mars dernier, nous avions dressé un état des lieux de la menace cyber pour le monde ferroviaire. Aujourd'hui, nous avons vu quels enjeux représentaient la transformation numérique et la virtualisation des applications et comment ça permettait comment est-ce que la virtualisation favorisait l'essor de par la gestion des contraintes environnementales. Et puis, je vous invite dans les 2 prochains épisodes, donc qui auront lieu assez rapidement. Le 3e épisode, c'est la semaine prochaine, donc jeudi prochain, le 2 avril. On abordera l'importance d'une politique de sécurité commune et centralisée pour se protéger contre ces menaces. Et puis, on terminera le 9 avril, donc dans 15 jours à partir de maintenant, par un webinaire dédié à la protection du réseau opérationnel en contrôlant le contenu des messages à destination des actifs sensibles. Donc vraiment, on va parler de protocole, on va parler de prévention d'intrusion, on va parler aussi de segmentation dans ce 4e webinaire. Donc voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur notre page web dédiée, dont l'URL d'accès vous est communiqué dans la partie message de l'application GoToWebinar. Donc cette page, elle vous permet de revisualiser les 2 premiers épisodes et elle vous permet également de vous inscrire pour les prochains webinaires auxquels je vous invite. Donc il me reste maintenant à vous remercier de votre attention et puis je vous invite à passer à la session de questions-réponses. Merci.
connaissance des questions. Apparemment, j'ai pas de questions. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, à vous remercier de votre participation, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.